Avez-vous déjà pensé qu'un simple geste de confiance envers un voisin, un commerçant ou un homme respecté, du village pourrait, sans que vous le sachiez, changer le destin entier d'une famille? En mai 1921, dans une petite commune de Champagne, une jeune veuve posa avec ses 2 enfants pour une photo qui semblait ordinaire. Ce jour-là, personne ne remarqua l'homme immobile dans l'ombre de la porte, un homme dont la présence silencieuse allait peu à peu s'infiltrer dans leur vie. Pendant des mois, des faveurs offertes comme de la gentillesse se transformèrent en dépendance, puis en menaces. Et des années plus tard, lorsqu'on retrouva cette même photo, un détail glaça ceux qui la regardèrent. Tout ce qui allait briser cette famille se trouvait déjà là, en arrière-plan. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de situations réelles vécues par des milliers de femmes après la Grande Guerre. Une histoire où un simple nom devient un acte de résistance, et où une photo devient la clé d'un destin que personne n'avait prévu. Avant de commencer, si cette histoire humaine et profonde vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Cela aide énormément à faire vivre ces récits qui éclairent notre passé et nous parlent encore aujourd'hui. Cette photographie a été prise par un matin clair de mai 1921, dans la cour d'une petite maison de pierre, aux abords d'un village de la région de Champagne, dans l'est de la France. Sur l'image en noir et blanc, on voit Élise Caron, 29 ans, veuve d'un soldat mort sur le front de Verdun, assise sur une chaise simple, les mains posées sur les épaules de ses 2 enfants. Lucie, 8 ans, porte un manteau de laine un peu trop grand pour elle. Paul, 5 ans, arbore fièrement un petit veston hérité d'un cousin. Leurs vêtements sont propres, soigneusement raccommodés par une voisine la veille. La cour de terre battue, balayée avec soin, montre une pompe à eau en fer, un fil à linge au fond et un petit carré de choux. Tout respire la pauvreté digne. Rien ne reste, mais tout est aligné, propre, comme si la dignité était le dernier bien que personne ne pourrait leur arracher. Mais au fond de la photo, presque confondu avec l'ombre de la porte, se tient un homme en costume sombre, chapeau bien ajusté et canne appuyée à ses côtés. Armand Delorme, 45 ans, nouveau conseiller municipal et propriétaire de l'épicerie du village. Tandis que la veuve et les enfants fixent l'objectif avec un mélange de timidité et d'espoir, Armand ne regarde pas l'appareil. Il regarde Élise, dans un angle presque invisible, comme s'il calculait déjà l'espace qu'elle occupe dans le monde et ce que cela pourrait lui rapporter. Ce portrait devait être envoyé aux parents du mari mort, comme preuve qu'Élise se débrouille bien avec la pension de guerre et le petit lopin de terre qu'elle loue. Le photographe ambulant avait été appelé par Armand lui-même, qui avait suggéré qu'une image aiderait les vieux à dormir tranquilles. Il s'était même offert à payer le portrait. Élise, reconnaissante, ne percevait pas le poids de cette générosité. Dans les mois qui suivirent ce clic, tout changea silencieusement. Armand commença à s'occuper de la famille. Il s'offrait à faire l'intermédiaire pour la pension, à expliquer les formulaires à la préfecture, à négocier le bail de la terre avec le propriétaire, toujours avec la même phrase, prononcée d'une voix paternelle et calculée, « Une veuve seule n'est pas prise au sérieux ici. » À chaque faveur, une nouvelle dépendance. Quand Élise hésitait, il lui rappelait combien son dossier était fragile, combien un papier perdu, une signature manquante, un délai mal compris pouvait faire suspendre la pension par l'État. Selon les archives du ministère des Pensions de 1921, plus de 600 000 veuves de guerre attendaient encore la régularisation de leurs prestations. Une veuve comme Élise, sans instruction, sans réseau, était à la merci du moindre fonctionnaire local qui décidait de compliquer les choses. L'inégalité de pouvoir était brutale, mais silencieuse. Armand contrôlait l'épicerie où Élise achetait le pain et l'huile à crédit. Il conversait avec le curé, avec le maire, avec le propriétaire des terres. Aux yeux du village, il était le bienfaiteur qui protégeait la veuve du soldat. Seule Élise sentait, dans son corps, que quelque chose n'allait pas dans la manière dont il entrait dans la cuisine sans frapper, dont il tenait son bras une seconde de trop, dont il commentait, devant les autres, que les enfants devaient remercier celui qui leur garantissait le pain.
Les mains d'Élise étaient fendillées en permanence à cause du travail dans le potager et de la lessive dans le ruisseau glacé. Elle cachait ses mains quand elle parlait avec des gens de bien. Le froid régnait constamment dans la maison. Ils économisaient le bois jusqu'à la limite du supportable et dormaient avec tous les vêtements qu'ils possédaient. Élise servait la nourriture aux enfants en disant qu'elle avait déjà mangé avant. Mais Lucie remarquait que sa mère maigrissait de semaine en semaine. La soupe était claire, le pain dur trempé dans du café d'orge. Paul marchait en biais pour ne pas mouiller ses chaussettes dans ses bottes trouées et revenait à la maison les pieds douloureux. Le conflit grandit lorsque Lucie, intelligente et studieuse, reçut les éloges de l'instituteur pour poursuivre au collège d'une autre ville, avec une bourse partielle pour les enfants de combattants. Pour cela, Élise devait maintenir la maison et le bail pendant quelques années encore. Armand révéla alors le véritable jeu. Il voulait qu'Élise accepte de vivre sous son toit, comme compagne discrète, sans mariage, sans scandale, en échange de la sécurité pour les enfants. Ou, au minimum, qu'elle signe un accord lui donnant priorité sur la maison et le terrain, si elle ne pouvait pas payer le crédit de l'épicerie. Élise refusa, dans un premier temps, avec la fermeté de celle qui gardait encore la mémoire du mari, comme boussole morale. Mais l'hiver de 1921 fut dur. La récolte avait été faible. Le bois de chauffage augmentait. La pension était retardée par des erreurs administratives qui, curieusement, passaient par le bureau d'Armand. Le village commença à murmurer qu'Élise était trop orgueilleuse pour accepter de l'aide. La pression sociale, économique et morale se nouait autour du cou de la veuve. Élise se sentait coupable d'avoir, dans certains moments de désespoir, de la colère contre son mari. « Pourquoi m'as-tu laissé seule avec ça ?» Elle avait honte d'accepter de l'aide, mais ne pouvait pas refuser. Chaque faveur d'Armand faisait mal comme une blessure qui ne cicatrisait pas. Elle ressentait une jalousie silencieuse en voyant d'autres femmes avec leur mari vivant, suivie de culpabilité pour avoir ressenti cela. Le doute était constant. Suis-je trop orgueilleuse? Suis-je ingrate? Tout le monde dit qu'il veut juste aider. Lucie commençait à questionner sa mère. Pourquoi on ne peut pas accepter l'aide de Monsieur Delorme? Il est gentil. Paul pleurait parce qu'il avait honte d'être le fils de la veuve. D'autres enfants disaient qu'il n'avait pas de père pour de vrai. Élise perdait parfois patience, criait sur les enfants pour des petites choses, puis pleurait seule de remords. Lucie entendait sa mère pleurer la nuit et faisait semblant de dormir, par peur de demander. Une voisine aidait avec de la nourriture, mais répandait ensuite qu'Élise ne savait pas gérer ce qu'elle avait. Le curé reconnaissait l'injustice, mais disait « Priez et soyez patiente, ma fille ». Il avait peur de confronter Armand, grand donateur de l'Église. L'institutrice encourageait Lucie, mais avertissait « N'allez pas donner de l'espoir à la petite si vous ne pouvez pas payer les livres ». Une amie qui était aussi veuve acceptait de vivre comme gouvernante non officielle d'un autre notable. Les deux s'éloignèrent, chacune jugeant le choix de l'autre. Armand ne criait jamais. Il contrôlait avec une voix basse, des sourires calculés, des touches paternelles sur l'épaule qui duraient une seconde de trop. Sur la place, il faisait des commentaires ambigus. « Quelle chance, madame, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la paperasse. Les veuves seules se perdent dans ses affaires. » Il manipulait à travers les enfants. « Paul grandit, il aura besoin de vêtements d'homme, pas d'enfants. Je peux aider avec ça. » Élise remarquait que d'autres femmes évitaient de lui parler. Armand avait répondu qu'elle était compliquée. Le registre de l'épicerie de l'Orme, conservé aujourd'hui dans les archives locales, montre les dettes accumulées de plusieurs veuves entre 1921 et 1923, avec des intérêts de 15 à 20%. Le prix du pain à Champagne variait entre 1 franc 20 et 1 franc 50. La pension de veuve s'élevait à 250 francs par mois. Le bail d'une petite parcelle agricole coûtait entre 80 et 100 francs par trimestre. Le salaire d'une lavandière occasionnelle était de 2 à 3 francs par jour de travail. Les chiffres ne mentent pas. Une veuve seule avec 2 enfants vivait au bord du gouffre chaque mois. Mais il y avait aussi de petites victoires. La récolte de choux fut meilleure que prévu. Élise vendit au marché et acheta un cahier neuf pour Lucie. Paul apprit à lire sa première phrase tout seul. « Maman est courageuse ». Élise garda ce papier comme un trésor. Un hiver passa sans que personne ne tombe malade.
petit miracle qu'Élise célébrait en silence. Une rédaction de Lucie fut lue à voix haute à l'école. L'institutrice loua la sensibilité de cet enfant. Une voisine apportait de la soupe qui restait chaque semaine. Mensonge pieux qui préservait la dignité d'Élise. Le climax de l'histoire arriva par un matin glacé de février 1922, quand Lucie, sans connaître le jeu des adultes, entendit Armand discuter avec sa mère dans la cuisine. Il menaçait, avec une voix calculée et basse, de ne pas renouveler le bail et d'avertir le propriétaire que la veuve était difficile, ce qui signifierait expulsion et perte de la terre, le dernier morceau du monde qui gardait encore la mémoire du père des enfants. Lucie, cachée derrière la porte, comprit enfin qui était l'homme au fond de cette vieille photo que son frère adorait regarder. La tension explosa cette même semaine, quand arriva au village un représentant de l'association des veuves de guerre pour organiser une réunion à l'école. Élise, emmenée par une voisine qui avait aussi perdu son mari, découvrit, en écoutant d'autres histoires, qu'elle n'était pas la seule veuve chantée et qu'il existait des chemins officiels pour réclamer des abus d'autorité locale. C'était la première fois qu'elle entendait de la bouche de quelqu'un de l'extérieur qu'elle avait des droits, pas seulement des faveurs. Le rapport de la Ligue des veuves de 1922 documente un modèle d'abus de la part de notables dans les villages ruraux. Des témoignages collectés entre 1921 et 1924 révèlent que des centaines de veuves de guerre, dans toute la région de Champagne, étaient soumises à des pressions similaires de la part d'intermédiaires locaux qui contrôlaient l'accès aux documents officiels. Les archives départementales de Champagne enregistrent des cas précis d'hommes en position de pouvoir, utilisant le crédit, le bail des terres et l'influence politique pour maintenir les veuves dans un état de dépendance permanente. Élise rentra chez elle ce soir-là avec quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Pas l'espoir naïf d'une solution magique, mais l'espoir dur et réaliste de savoir qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était pas folle, que ce qu'elle ressentait dans son corps depuis des mois avait un nom. Abus de pouvoir. Cette nuit-là, Lucie entendit sa mère pleurer, mais cette fois c'était différent. Ce n'était pas un pleur de défaite, mais un pleur de rage contenue, de colère qui cherchait enfin une direction. Le lendemain matin, quand Armand passa à la maison, comme il le faisait presque tous les jours, Élise ne baissa pas les yeux. Elle le regarda droit dans les yeux et dit avec une voix qui tremblait, mais ne se brisait pas, « Monsieur Delorme, je ne signerai aucun accord. Si je dois perdre cette maison, je la perdrai. Mais je ne perdrai pas mon âme. » Armand sourit, un sourire calculé de celui qui pense avoir déjà gagné. « Madame Caron, vous êtes courageuse, mais le courage ne paie pas le loyer. Pensez à vos enfants. Pensez à l'avenir de Lucie. Voulez-vous vraiment gâcher ses chances pour de l'orgueil ?» Élise sentit le coup. L'utilisation de Lucie, de l'avenir de sa fille, comme arme. Mais quelque chose en elle s'était transformé après la réunion. Elle répondit, « L'avenir de Lucie se construit avec dignité, pas avec des faveurs empoisonnées. » Et elle sortit de la cuisine, laissant Armand seul, pour la première fois sans le dernier mot. D'autres veuves commençaient à se réunir à l'église. D'abord en silence, puis en échangeant des histoires. Madame Rousseau, voisine d'Élise, raconta des années plus tard dans un témoignage enregistré en 1965 pour un projet d'histoire orale, comment ces réunions discrètes dans la sacristie après la messe du dimanche devinrent le premier espace où les veuves purent parler sans peur d'être jugées. Certaines femmes pleuraient en découvrant qu'elles n'étaient pas les seules à subir des pressions. D'autres parlaient de dettes accumulées dans des épiceries contrôlées par des notables. D'autres encore mentionnaient des menaces voilées de perdre la garde de leurs enfants si elles ne coopéraient pas. Le curé, homme tiraillé entre sa conscience et sa peur du scandale, commença finalement à autoriser ces réunions, même s'il n'y participait pas directement. Il comprenait que quelque chose de plus grand que lui se passait, quelque chose qui échappait au contrôle de l'Église et de la préfecture locale. Pendant ce temps, Armand intensifiait sa pression. Il répandit dans le village qu'Élise était une mère irresponsable, qui mettait l'avenir de ses enfants en danger par orgueil. Il suggéra au boulanger de ne plus accorder de crédit à la veuve. Il parla au propriétaire de la terre, insinuant qu'Élise ne pourrait pas payer le prochain trimestre.
Il contacta même l'institutrice de Lucie, sous prétexte de se préoccuper de l'éducation de la petite, laissant entendre que la mère n'avait pas les moyens de soutenir les études de sa fille. Mais quelque chose qu'Armand n'avait pas prévu se produisit. L'institutrice, Madame Bertrand, femme de 50 ans qui avait perdu son propre frère à Verdun, vit clair dans le jeu. Elle écrivit une lettre de recommandation pour Lucie sans rien demander en échange. Elle contacta elle-même l'association des enfants de combattants pour informer du cas de cette élève brillante qui méritait une bourse complète, pas partielle. Elle devint, sans bruit, une alliée discrète mais déterminée. Le boulanger, M. Leclerc, commença à donner du pain de la veille aux enfants. Petit acte de résistance contre Armand. Il ne disait rien, mais chaque matin, quand Paul et Lucie passaient devant la boulangerie en allant à l'école, ils glissaient un morceau de pain dans leurs mains. C'était sa manière de dire « Je vois ce qui se passe, et je ne suis pas d'accord ». Élise, qui avait peur de parler en public, réussit à exposer sa situation lors d'une réunion à l'école. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Elle raconta, sans détails excessifs, ce qui se passait, comment les faveurs s'étaient transformées en cordes, comment chaque aide avait un prix caché, comment elle se sentait prisonnière dans sa propre vie. Lucie, qui gardait tout à l'intérieur, commença à poser des questions difficiles. « Maman, pourquoi Monsieur Delorme nous regarde comme ça? Pourquoi tu as peur quand il vient ici? Pourquoi on ne peut pas juste partir ?» Ces questions faisaient mal, mais elles étaient nécessaires. C'était la maturation douloureuse d'une enfant qui comprenait trop vite que le monde n'était pas juste. Paul, qui se cachait avant, passa à défendre sa mère quand un autre enfant en parlait mal. Il rentra un jour à la maison avec un œil au beurre noir. Élise, effrayée, demanda ce qui s'était passé. Paul répondit simplement. « Un garçon a dit que maman était la femme de Monsieur Delorme. J'ai dit que c'était un menteur. » Élise le serra dans ses bras et pleura. Pas de tristesse, mais de fierté douloureuse. Il y eut un matin de soleil, où les trois s'assirent dans la cour, et Élise raconta des histoires du père des enfants. Pour la première fois en mois, il y eut un rire authentique. Lucie gagna un compliment à l'école et courut à la maison les yeux brillants. Élise pleura de joie. Ce fut la première fois que Paul invita un camarade à jouer à la maison, signe qu'il n'avait plus honte. Une lettre du beau-père arriva, disant qu'il était fier de la manière dont elle s'occupait des petits-enfants. Cette validation était quelque chose qu'Élise avait besoin d'entendre. Le représentant de l'association, M. Dubois, fonctionnaire patient et méthodique, expliqua à Élise ses droits qu'elle ignorait. Il y avait des procédures pour signaler des abus. Il y avait des canaux administratifs que les notables locaux ne contrôlaient pas. Il y avait, surtout, la force du témoignage collectif. Une veuve seule pouvait être ignorée. 10 veuves avec des histoires similaires ne pouvaient pas être ignorées. Une lettre qu'Élise écrivit à ses beaux-parents en juillet 1922, retrouvée dans des archives familiales données en 1987, révèle son état d'esprit à ce moment. Elle écrivait « Je ne sais pas ce qui va se passer avec la maison. Je ne sais pas si on pourra rester. Mais je sais une chose. Vos petits-enfants grandiront en sachant que leur mère a choisi la dignité. Et cela, personne ne pourra nous l'enlever. » Armand sentit que le contrôle lui échappait. Il intensifia les menaces. Il parla directement au propriétaire de la terre, qui convoqua Élise pour une conversation à la préfecture. Le propriétaire, homme âgé qui n'aimait pas les complications, dit clairement « Madame Caron, Monsieur Delorme me dit que vous avez des difficultés. Si vous ne pouvez pas payer, je dois louer à quelqu'un d'autre. » Élise, avec une voix qu'elle ne se connaissait pas, répondit « Monsieur, j'ai toujours payé à temps. Si Monsieur Delorme vous dit le contraire, demandez-lui de montrer les preuves. » Le propriétaire, surpris par la fermeté de la veuve, hésita. Il promit de vérifier les paiements avant de prendre une décision. Ce fut le début de la fin du pouvoir d'Armand. Pas une fin dramatique, mais lente, érosive, comme l'eau qui use la pierre. D'autres veuves commencèrent à confirmer des comportements similaires du bienfaiteur du village. Madame Girard raconta comment Armand contrôlait son accès aux certificats nécessaires pour la pension. Madame Leblanc mentionna des commentaires déplacés et des touches inappropriées.
Madame Fontaine révéla qu'elle avait dû abandonner un petit commerce de couture parce qu'Armand avait répandu qu'elle n'était pas fiable. Les histoires s'accumulaient, chacune ajoutant une pièce au puzzle d'un système d'oppression silencieux, mais systématique. La situation, autrefois étouffée dans des murmures, arriva à la préfecture de la ville voisine. Un fonctionnaire, M. Valentin, homme rigoureux qui prenait son travail au sérieux, ouvrit une enquête administrative sur la gestion de l'épicerie et du crédit aux familles de soldats morts. Le procès-verbal de la réunion de la préfecture du 15 mars 1922 mentionne des irrégularités dans la gestion du crédit agricole et des pressions exercées sur les bénéficiaires de pensions de guerre. Armand comprit que les choses devenaient sérieuses. Il tenta de minimiser, de charmer, d'utiliser ses contacts. Mais pour la première fois, ces contacts ne suffisaient pas. Le fonctionnaire de la préfecture n'était pas du village. Il n'avait aucune dette envers Armand. Il se souciait seulement des règles et des procédures. Et les règles, quand elles sont appliquées correctement, ne favorisent pas les hommes comme Armand Delorme. Élise prit alors la décision la plus difficile de sa vie. Elle accepta la possibilité de devoir quitter la maison si c'était le prix pour sortir de ce contrôle. Ce n'était pas une décision facile. Ce n'était pas une décision héroïque prise dans un moment d'inspiration. C'était une décision déchirante, prise après des nuits sans sommeil, après avoir pleuré seule dans la cuisine, après avoir regardé ses enfants dormir et s'être demandé si elle faisait le bon choix. Lucie, maintenant âgée de 9 ans, comprenait plus qu'elle ne le montrait. Elle voyait sa mère maigrir, elle voyait les mains fendillées, elle voyait la peur dans les yeux de sa mère quand Armand entrait dans la maison. Une nuit, elle se leva et trouva sa mère assise à la table de la cuisine, la tête dans les mains. « Maman, on va partir ?» Élise leva les yeux, surpris que sa fille soit réveillée. « Peut-être, ma chérie. Peut-être qu'on devra partir. » Lucie s'assit à côté de sa mère et dit quelque chose qui changea tout. « Si on part ensemble. C'est tout ce qui compte. » Cette simple phrase, prononcée par une enfant de 9 ans, donna à Élise la force dont elle avait besoin. Ses enfants ne la jugeaient pas. Ils ne la voyaient pas comme une échec. Ils la voyaient comme leur mère qui se battait pour eux. Et cela suffisait. L'hiver de 1922 fut brutal. Le froid pénétrait par les fissures des murs. La nourriture manquait. Armand avait effectivement coupé le crédit à l'épicerie. Mais la solidarité inattendue apparut. Le boulanger continuait à donner du pain. Une voisine apportait des légumes. L'institutrice payait discrètement les livres de Lucie avec son propre argent. Ces petits actes de résistance, invisibles pour ceux qui ne regardaient pas, constituaient un réseau de soutien qui maintenait la famille debout. En janvier 1923, l'enquête administrative conclut qu'il y avait eu des abus dans la gestion du crédit aux veuves de guerre. Armand ne fut pas arrêté. Il n'y eut pas de procès dramatique, mais il fut progressivement écarté de ses fonctions au conseil municipal. L'épicerie passa sous la gestion d'une coopérative locale. Son influence commença à s'éroder, lentement mais sûrement. Mais pour Élise, la victoire avait un prix. Le propriétaire de la terre, fatigué des complications et des enquêtes, décida de ne pas renouveler le bail. Élise devait quitter la maison de Pierre, la dernière demeure qui gardait la mémoire du père des enfants. Ce fut une perte déchirante, mais ce n'était plus une perte imposée par le chantage. C'était une conséquence d'un choix qu'elle avait fait librement. En mars 1923, Élise, Lucie et Paul quittèrent le village. Ils emportèrent avec eux les quelques affaires qu'ils possédaient, la photo de 1921 soigneusement emballée dans du tissu, et quelque chose d'immatériel mais précieux, leur dignité intacte. Ils se déplacèrent vers une petite ville voisine, Épernay, où l'association des veuves de guerre avait trouvé pour Élise un travail dans une coopérative textile. Le logement était minuscule, une chambre pour les 3, une petite cuisine partagée avec d'autres familles, des toilettes communes à l'étage. Mais c'était leur espace. Personne n'entrait sans frapper. Personne ne contrôlait leurs allées et venues. Personne ne les regardait comme si elles étaient une propriété. Élise travaillait 12 heures par jour à la coopérative, ses mains déjà abîmées, manipulant des tissus rêches et des aiguilles. Le salaire était modeste, mais c'était un salaire qu'elle gagnait avec son travail, pas avec des faveurs. La pension, grâce à l'intervention de l'association,
fut enfin régularisée et arrivait chaque mois sans retard mystérieux. Lucie continua ses études. Le certificat de bourse d'études émis par l'Association des enfants de combattants, daté de 1923, confirmait une bourse complète pour la jeune fille. Elle étudiait avec une détermination féroce, comme si chaque leçon apprise était une victoire sur ceux qui avaient essayé de détruire l'avenir de sa famille. L'institutrice d'Épernay, impressionnée par l'intelligence et le sérieux de Lucie, l'encouragea à viser l'école normale d'institutrice. Paul, maintenant âgé de 7 ans, commença à s'épanouir. Loin du village où il était le fils de la veuve, il devint simplement Paul, un garçon comme les autres. Il se fit des amis, il joua dans la rue, il commença à sourire plus souvent. Élise, en le regardant rire avec d'autres enfants, comprit que le sacrifice en valait la peine. Les premières années à Épernay furent difficiles. L'argent manquait toujours. Les hivers restaient froids. La fatigue ne disparaissait pas. Mais il y avait une différence fondamentale. C'était leur pauvreté. Pas la pauvreté imposée comme punition pour avoir refusé de se soumettre. C'était leur lutte, pas une lutte où les règles étaient truquées dès le départ. Élise, qui avait toujours eu peur de parler, devint progressivement une voix pour d'autres veuves à la coopérative. Quand une nouvelle travailleuse arrivait, effrayée et perdue, c'était Élise qui l'accueillait, qui lui expliquait les procédures, qui lui montrait qu'elle avait des droits. Ce que lui avait appris le représentant de l'association, elle le transmettait maintenant à d'autres. En 1925, Lucie entra à l'école normale d'institutrice de Reims. C'était un rêve devenu réalité. Élise, en accompagnant sa fille au premier jour de classe, sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. De la fierté pure, sans mélange de peur ou de honte. Sa fille, la petite fille avec le manteau trop grand sur la photo de 1921, allait devenir institutrice. Elle allait enseigner. Elle allait avoir un avenir que personne ne pourrait lui arracher. Paul commença un apprentissage dans une usine textile. Ce n'était pas un travail facile, mais c'était un travail honnête. Il gagnait un salaire modeste, qu'il donnait en partie à sa mère. À 16 ans, il était déjà un jeune homme responsable, qui comprenait la valeur du travail et de la dignité. Les années passèrent. Élise vieillit rapidement, usée par le travail et les épreuves. Ses cheveux blanchirent tôt. Ses mains restèrent toujours fendillées. Mais ses yeux gardèrent quelque chose que le temps ne put effacer. Une lueur de détermination, la marque de celle qui avait dit non quand tout le monde disait oui. En 1930, Lucie obtint son diplôme d'institutrice et fut assignée à une école primaire dans un village près de Reims. Elle écrivit à sa mère « Maman, je vais enseigner. Je vais apprendre à des enfants à lire et à écrire. Chaque fois que j'enseignerai à une petite fille, je penserai à toi. » Armand Delorme mourut en 1935 d'une crise cardiaque dans sa maison qui semblait soudainement trop grande et trop vide. Peu de gens assistèrent à ses funérailles. Son nom fut progressivement oublié, comme sont oubliés ceux qui construisent leur pouvoir sur la peur des autres. Élise Caron mourut en 1958, à l'âge de 66 ans, dans le petit appartement d'Épernay, où elle avait vécu les 35 dernières années de sa vie. Elle s'éteignit paisiblement, entourée de ses 2 enfants, de ses 4 petits-enfants, et d'un sentiment rare pour quelqu'un qui avait connu tant de difficultés. La satisfaction d'avoir vécu selon ses propres termes. À ses funérailles, il n'y eut pas de foule. Quelques collègues de la coopérative, quelques voisins, les familles de Lucie et Paul. Mais ceux qui étaient là savaient qui elle était vraiment. Pas la veuve pauvre que certains avaient pitié, pas la femme têtue que d'autres critiquaient, mais une femme qui avait choisi la dignité quand c'était le plus difficile à choisir. Lucie, maintenant âgée de 45 ans, institutrice respectée depuis 28 ans, prononça quelques mots simples devant la tombe. Ma mère ne savait pas beaucoup lire ni écrire, mais elle m'a appris la leçon la plus importante. On n'est jamais obligé de vendre son âme pour survivre. Il y a toujours un autre chemin, même s'il est plus dur. Paul, homme de 42 ans qui avait travaillé 40 ans à l'usine et élevé 3 enfants avec un salaire honnête, ajouta « Ma mère nous a appris que la pauvreté n'est pas une honte. La honte, c'est de perdre sa dignité pour échapper à la pauvreté. » La photographie de 1921 resta dans la famille. Lucie la garda précieusement dans un tiroir,
emballée dans le même tissu que sa mère avait utilisé en quittant le village. De temps en temps, elle la sortait et la regardait. Elle voyait la petite fille qu'elle était, avec le manteau trop grand. Elle voyait son frère avec le veston hérité. Elle voyait sa mère, si jeune, si fatiguée, avec ses mains posées sur leurs épaules comme un bouclier. Et au fond, presque invisible, l'ombre d'Armand Delorme, l'homme qui avait essayé de contrôler leur destin. Pendant des années, Lucie ressentit de la honte en voyant cette photo. Elle représentait la période la plus difficile, la plus humiliante de leur vie. Mais avec le temps, quelque chose changea dans son regard. Elle commença à voir autre chose. Le courage de sa mère qui avait accepté de perdre cette maison pour ne pas perdre son âme. La force de cette femme qui se tenait droite malgré la peur. En 1965, Lucie prit sa retraite après 42 ans d'enseignement. Elle avait formé des centaines d'élèves, dont beaucoup devinrent elles-mêmes institutrices. Elle avait transmis non seulement des connaissances, mais aussi une certaine idée de la dignité, une certaine manière de se tenir dans le monde. Ses anciens élèves organisèrent une petite cérémonie pour son départ à la retraite. Une jeune institutrice, qui avait été son élève 20 ans auparavant, dit quelque chose qui toucha Lucie profondément. Madame Caron ne nous enseignait pas seulement à lire et à écrire. Elle nous enseignait que nous avions de la valeur, que nous méritions du respect, que nous n'avions pas à accepter les injustices comme si c'était notre destin. Pour les filles comme nous, filles d'ouvriers, filles de veuves, c'était la leçon la plus importante. Les années 1970 et 1980 virent une transformation dans la manière dont la France se souvenait de la Première Guerre mondiale. Les monuments aux morts avaient toujours honoré les soldats, mais on commençait enfin à parler des femmes qui avaient survécu, qui avaient élevé leurs enfants seuls, qui avaient reconstruit le pays dans l'ombre. En 1982, le maire d'Épernay, petit-fils d'une ancienne veuve de guerre, proposa la création d'une petite salle de lecture dédiée aux veuves de guerre et aux femmes qui avaient seules soutenu leurs enfants après 1918. Le conseil municipal approuva à l'unanimité. L'idée était de créer un espace où leurs histoires pourraient être préservées, où leurs sacrifices pourraient être reconnus. Le maire contacta Lucie, maintenant âgée de 69 ans, pour lui demander si elle accepterait de parler lors de l'inauguration. Il savait, par sa mère qui avait été collègue d'Élise à la coopérative, l'histoire de la famille Caron. Il pensait que Lucie pourrait représenter ces milliers de femmes dont les noms n'apparaissaient dans aucun monument. Lucie hésita longtemps. Parler publiquement de cette période douloureuse n'était pas facile. Mais elle pensa à sa mère, elle pensa à toutes ces femmes qui avaient souffert en silence. Elle pensa aux jeunes générations qui grandissaient sans savoir ce que leurs grands-mères avaient enduré. Elle accepta. Elle passa des semaines à préparer ce qu'elle dirait. Elle sortit la vieille photo de 1921, qu'elle n'avait pas regardée depuis des années. Elle la fit restaurer et agrandir dans un atelier de photographie d'Épernay. L'artisan, en travaillant sur l'image, remarqua des détails qu'on ne voyait pas sur l'original. Les mains fendillées d'Élise, les traces de larmes séchées sur les joues, le regard presque invisible d'Armand au fond, calculateur et possessif. Lucie retrouva aussi de vieilles lettres que sa mère avait écrites aux grands-parents. Une lettre de juillet 1922, en particulier, la fit pleurer. « Je ne sais pas ce qui va se passer avec la maison. Je ne sais pas si on pourra rester. Mais je sais une chose. Vos petits-enfants grandiront en sachant que leur mère a choisi la dignité. Et cela, personne ne pourra nous l'enlever. » Elle contacta Paul, maintenant âgé de 66 ans, retraité de l'usine depuis 5 ans. « Accepterais-tu de venir avec moi à l'inauguration ?» Paul, homme peu bavard qui avait traversé la vie discrètement mais honorablement, réfléchit un moment. Puis il dit « Oui, il est temps que quelqu'un parle de maman. Pas comme une victime, comme une femme forte. » L'inauguration était prévue pour le 25 avril 1983, un lundi après-midi. La petite salle de lecture, située dans un bâtiment municipal rénové, pouvait accueillir environ 50 personnes. Le maire avait invité des élèves du lycée local, des professeurs, des anciens combattants, des membres de l'association des veuves de guerre et quelques personnes âgées
qui se souvenait encore de cette période. Lucie arriva tôt. La photographie agrandie sous le bras, accompagnée de Paul et de ses deux petites filles, adolescentes qui n'avaient jamais vraiment compris pourquoi leur grand-mère parlait si peu de son enfance. Paul portait un costume simple mais soigné, le même qu'il avait acheté pour l'enterrement de sa mère 25 ans auparavant. La salle se remplit progressivement. Lucie reconnut quelques visages. Madame Bertrand, son ancienne institutrice d'Épernay, maintenant âgée de 90 ans, arriva soutenue par sa petite fille. Le boulanger qui donnait du pain aux enfants était mort depuis longtemps, mais son fils était là, représentant la mémoire de son père. Quelques anciennes collègues de la coopérative textile, maintenant très âgées, occupaient les premiers rangs. Le maire ouvrit la cérémonie avec quelques mots sur l'importance de se souvenir non seulement des héros des tranchées, mais aussi des héroïnes de l'arrière, celles qui avaient maintenu le pays debout pendant que les hommes se battaient, et après, quand beaucoup ne revinrent pas. Puis il invita Lucie à parler. Le silence se fit dans la salle, ce silence dense de ceux qui attendent quelque chose d'important. Lucie se leva, prit la photographie agrandie, et monta sur la petite estrade de bois. Ses mains tremblèrent légèrement, mais sa voix, quand elle commença à parler, était claire et ferme. Cette femme assise ici, commença-t-elle en posant la photo sur un chevalet, est ma mère, Élise Caron. Ses enfants sommes mon frère Paul et moi. Nous avions 8 et 5 ans. Nos vêtements étaient propres, mais rapiécés. Notre cour était balayée, mais vide. Et là, au fond, elle pointa vers l'ombre presque imperceptible d'Armand Delorme. Se tient l'homme dont personne n'osait dire non. Un murmure traversa la salle. Quelques personnes âgées reconnurent le nom. D'autres froncèrent les sourcils, essayant de se souvenir. Lucie laissa le silence s'installer, puis continua. Pendant des mois, ma mère se levait à 4 heures du matin pour travailler au potager, laver le linge au ruisseau, et encore, elle n'arrivait pas à payer le bail de la terre. L'homme au fond de cette photo contrôlait l'épicerie, le crédit, la préfecture. Il disait qu'il nous aidait, mais chaque faveur était une corde de plus autour de notre cou. Elle fit une pause, respira profondément. Il y eut un jour, j'avais 8 ans, où j'ai entendu cet homme dire à ma mère, dans notre cuisine, « Madame Caron, une veuve seule n'est pas prise au sérieux ici. Mais une femme sous ma protection, elle a un avenir. » Et ma mère a répondu, avec la voix la plus basse que j'ai jamais entendue. « Mes enfants ont un avenir. J'ai ma dignité. Cela me suffit. » Des larmes coulèrent sur le visage de Lucie, mais elle ne les essuya pas. Elle continua. « Nous avons perdu cette maison. Nous avons perdu la terre. Nous avons déménagé dans un logement ouvrier minuscule dans une ville voisine. Mais ma mère n'a jamais perdu son âme. Elle a préféré des murs en location à la prison de faveurs empoisonnées. » Paul se leva de la première rangée, marcha jusqu'à l'estrade et se tint aux côtés de sa sœur. Il prit sa main. Sa voix, grave et émue, compléta. « Ma mère ne savait pas bien lire ni écrire, mais elle a appris à ma sœur à ne jamais baisser la tête. Lucie est devenue institutrice. J'ai travaillé 40 ans à l'usine et j'ai élevé 3 enfants avec le salaire honnête que j'ai gagné. Aucun de nous n'a jamais eu besoin de demander des faveurs à ceux qui nous regardèrent de haut. » Le maire, ému, se leva et annonça d'une voix tremblante d'émotion. « Par décision unanime du conseil municipal, cette salle de lecture s'appellera Salle Élise Caron, en hommage à toutes les veuves qui ont soutenu leurs enfants dans des temps de paix aussi durs que la guerre, et qui ont choisi la dignité au lieu de la survie à tout prix. » La salle entière se leva. Les applaudissements n'étaient pas tonitruants, mais denses, profonds, comme une pluie qui mouille la terre sèche. Quelques femmes âgées pleuraient. Elles se souvenaient. Quelques jeunes restaient silencieux, comprenant pour la première fois ce que signifiait avoir des droits, pas des faveurs. Lucie descendit de l'estrade. Une de ses petites filles l'embrassa et murmura « Mamie, l'arrière-grand-mère était une héroïne. » Lucie sourit, enfin, et répondit « Non, ma chérie, elle était une mère. » Et cela, à cette époque, demandait plus de courage que n'importe quelle guerre. La photo de 1921 fut accrochée sur le mur principal de la salle. Mais maintenant, à côté d'elle, il y avait une plaque gravée. Élise Caron,
1892-1958. Veuve de guerre, mère, travailleuse, femme qui a dit non quand tous disaient oui. Cette photo, prise en 1921, ne montre pas seulement une famille, elle montre un choix, et ce choix a changé le destin de beaucoup d'autres. En dessous, une deuxième photo, plus petite. Lucie Caron, déjà institutrice en 1945, devant une classe de filles. Le legs se perpétuait. Après la cérémonie, alors que les gens se dispersaient progressivement, un étudiant adolescent s'arrêta devant la photo d'Élise. Il regarda ses yeux, fatigués mais fermes, et il murmura à son amie. « Elle ressemble à ma grand-mère. Je crois qu'elle aussi a traversé ça. » L'ami répondit, « Combien de femmes ont traversé, hein? Et on ne le sait même pas. » Lucie resta dans la salle après que presque tout le monde soit parti. Elle s'assit seule devant la photo de sa mère, cette photo qu'elle avait regardée avec honte pendant tant d'années. Mais maintenant, elle voyait autre chose. Elle voyait une femme qui n'avait pas de voix et qui, malgré tout, avait choisi de ne pas être la propriété de personne. Paul s'assit à côté d'elle. Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, les deux enfants de la photo maintenant vieux, regardant leur mère jeune, figée dans ce moment de 1921, où tout semblait perdu, mais où tout, en réalité, était sur le point de changer. « Tu crois qu'elle aurait été fière ?» demanda Paul. Lucie réfléchit un moment. « Je crois que maman aurait été surprise. » Elle ne se voyait pas comme une héroïne. Elle se voyait juste comme une mère qui faisait ce qu'elle devait faire. Mais oui, je crois qu'elle aurait été fière que son histoire serve à quelque chose. Quand Lucie rentra chez elle ce soir-là, elle sortit une vieille boîte de lettres et de documents que sa mère avait gardés. Il y avait le certificat de bourse de Lucie, daté de 1923. Il y avait des lettres des grands-parents. Il y avait même le reçu du photographe ambulant de 1921, qui montrait qu'Armand Delorme avait effectivement payé pour le portrait. Elle trouva aussi un petit cahier qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était l'écriture tremblante de sa mère, probablement écrit dans les dernières années de sa vie. Sur la première page, une seule phrase. « Si quelqu'un lit ceci un jour, sachez que j'ai fait de mon mieux. Pas parfait, mais de mon mieux. » Et c'était assez. Lucie pleura en lisant ces mots. C'était assez. Oui, maman, c'était plus qu'assez. Les années passèrent. Lucie Caron mourut en 1995, à l'âge de 82 ans, entourée de ses enfants et petits-enfants. Paul mourut en 1998, à l'âge de 83 ans. Tous deux vécurent des vies longues, honorables, dignes. Tous deux transmirent à leurs descendants cette leçon simple mais puissante que leur mère leur avait enseignée. On peut être pauvre, on peut lutter, on peut même perdre. Mais on ne perd jamais si on garde sa dignité. La salle Élise Caron existe toujours aujourd'hui à Épernay. La photo de 1921 est toujours accrochée sur le mur. De temps en temps, des étudiants viennent faire des recherches sur les veuves de guerre. Des enseignants amènent leur classe pour parler de l'histoire sociale de la France après 1918. Des femmes âgées viennent s'asseoir en silence devant la photo, reconnaissant peut-être leur propre histoire dans celle d'Élise. La photo elle-même, l'original, reste dans la famille. Elle est maintenant gardée précieusement par l'arrière-petite-fille de Lucie, une jeune femme de 30 ans nommée Élise, en hommage à son arrière-arrière-grand-mère qu'elle n'a jamais connue. Elle la sort parfois et la regarde, cette image en noir et blanc d'une famille pauvre dans une cour balayée, avec au fond l'ombre d'un homme qui voulait les contrôler. Et chaque fois qu'elle la regarde, elle se souvient de l'histoire que sa grand-mère lui a racontée avant de mourir. L'histoire d'une femme qui a dit non. L'histoire d'une mère qui a choisi la pauvreté libre plutôt que la sécurité emprisonnée. L'histoire d'une veuve qui n'avait aucun pouvoir mais qui a découvert qu'elle avait le pouvoir le plus important, celui de dire non. Cette photo ne montre pas seulement une famille, elle montre une résistance silencieuse. Elle montre que même dans les situations les plus désespérées, même quand on n'a rien, on a toujours le choix. Ce choix peut avoir un prix. Il peut être difficile. Il peut même sembler impossible. Mais il existe toujours. Derrière chaque veuve de guerre, il y avait une bataille que le front n'a jamais enregistrée. Une bataille pour la dignité,
pour l'autonomie, pour le droit de vivre selon ses propres termes. Élise Caron a mené cette bataille. Elle l'a menée sans armes, sans armée, avec juste sa détermination et l'amour de ses enfants. Et elle a gagné. Pas de la manière spectaculaire des films, pas avec des victoires éclatantes, mais de la manière la plus importante, elle a vécu et elle est morte libre. Et elle a transmis cette liberté à ses enfants, qui l'ont transmise aux leurs. Aujourd'hui, quand quelqu'un regarde cette photo de 1921, il ne voit plus seulement la pauvreté, la vulnérabilité, le danger représenté par l'homme au fond. Il voit aussi le courage, la force, la dignité d'une femme qui a refusé d'être brisée. C'est l'histoire d'Élise Caron. C'est l'histoire de milliers de femmes dont les noms n'apparaissent dans aucun monument, dont les visages sont oubliés, mais dont le courage a construit le monde dans lequel nous vivons. Et c'est l'histoire qui prouve qu'une vie presque anonyme peut redessiner la carte morale d'une communauté entière, qu'un nom prononcé par une voix tremblante mais ferme peut résonner à travers les générations, qu'une mère pauvre et sans instruction peut enseigner la leçon la plus importante de toutes. On n'est jamais obligé de vendre son âme pour survivre. Il y a toujours un autre chemin, même s'il est plus dur, même s'il coûte tout ce qu'on possède. Parce qu'au final, ce qu'on possède n'a jamais été aussi important que ce qu'on est. Et Élise Caron savait qui elle était. Elle était une mère. Elle était une femme digne. Elle était libre. C'était assez. Cette histoire fictionnelle, inspirée de tant de vies silencieuses de notre passé, nous rappelle que la dignité n'est pas un luxe, mais une force intérieure. Elle nous montre qu'un simple nom, prononcé au bon moment, peut devenir l'héritage le plus précieux qu'une mère laisse à ses enfants. Parfois, résister ne signifie pas gagner tout de suite, mais préserver ce qui nous définit profondément. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir sur le pouvoir des choix difficiles? Avez-vous déjà vu quelqu'un protéger sa dignité, même quand tout semblait perdu? Quelle place la mémoire de vos ancêtres, leur lutte et leur silence, tient-elle dans votre propre histoire? Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez le mot « dignité » dans les commentaires pour que je sache que vous avez été touché par ce récit. Dites-moi aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, un souvenir transmis par vos grands-parents, une anecdote du passé. Cela pourrait inspirer de nouveaux récits pour ce canal. Merci d'avance pour cette transmission précieuse. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager autour de vous et de cliquer sur les vidéos qui apparaîtront à l'écran. Chaque geste aide cette communauté à continuer de raconter ces histoires humaines qui nous relient les uns aux autres.